Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de partir dans une discussion autour de la respiration et du froid dans tous ce qui sont les métiers à risque, avec un enjeu de stress élevé. Et l'objectif de cet échange avec Raphaël, qui va se présenter dans un instant, c'est de voir comment on peut utiliser certains exercices de respiration ou d'exposition au froid et comment ces métiers à risque peuvent utiliser ces exercices dans des situations où il y a un fort enjeu à la réussite dans très peu de temps et où le niveau de stress peut monter radicalement. Donc, Raphaël, à toi la parole. Déjà, Leonardo, je te remercie pour d'avoir accepté cet échange entre nous deux. Nous, on s'était connus par rapport à le diplôme d'instructeur Oxygen Advantage. Donc voilà, je t'ai contacté et je m'étais dit, voilà, ça pourrait être intéressant, de par mon métier, d'amener justement un peu plus d'outils que tout le monde ne connaît pas forcément, qui pourraient les aider en fait à s'améliorer en termes de compétences, alors tant physiques mais aussi cognitives, pour tout ce qui est le travail justement sur la respiration et sur l'exposition au froid. Et de faire le lien avec ce que toi, tu maîtrises parfaitement et faire le lien justement par rapport au métier que j'exerce du coup, où donc, moi, je suis fonctionnaire de police dans un service spécialisé. En l'occurrence, je suis à la compagnie Cynophile de Paris. Et par rapport à beaucoup de choses auxquelles j'ai déjà été confronté, alors que ce soit ce métier en général, mais ça va aussi avec les métiers comme militaires, les gendarmes, ça peut être les pompiers, les urgences, enfin tous ces métiers avec un certain risque, alors tant physique, mais aussi, on va dire peut-être intellectuel ou qui demandent parfois certaines Psychologique. prises de décision, voilà, psychologiques, qui vont demander parfois des prises de décision très importantes avec des enjeux vitaux. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'amener aussi, au-delà de la capacité, alors de la connaissance pure qu'on doit avoir du métier, avec les techniques qui vont avec tout ce qui va avec, de montrer qu'il y a des outils tels que la respiration et l'exposition au froid, qui parfois, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que le froid ou bien faire dans ce genre de métier? Comment en fait ça peut être transposable et comment ça peut justement nous aider à nous améliorer et à perfectionner ce qu'on fait déjà. Donc voilà, donc c'est à travers ça que je me suis dit qu'on pourrait avoir un échange intéressant et qui pourrait aider les personnes voilà, qui sont dans ce genre qui gravitent dans ce genre de métier et montrer qu'ils auraient un réel intérêt à s'intéresser et pourquoi pas se former dans ce genre de domaine. Donc voilà. Tout à fait, justement. Non, je suis ravi et moi, ce que je te propose, c'est d'aller droit au but et Ouais, parler. Peut-être on peut commencer par la respiration si tu veux. Et je sais que tu avais préparé ouais, quelques questions. Et donc, c'est avec plaisir que je te réponds. ouais, très bonne idée. Je me suis dit que tu pourrais déjà, alors j'avais écrit, tu parles souvent du biohacking et je me suis dit que ça pourrait être intéressant déjà que tu expliques un petit peu ce que c'est le biohacking et qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qui fait un peu spécifique, un peu Faire. restreint et qui au C'est final sûr. est quelque chose d'utile. Oui, donc c'est un mot anglais, c'est pour ça que c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est l'optimisation du vivant. Et donc, de notre machine, du corps humain, de notre mental. Donc, c'est ça qu'il y a derrière les termes biohacking, surtout que moi, je l'utilise. Après, ça peut être Ouais, utilisé avec d'autres approches, mais moi, je parle beaucoup de biohacking naturel. Le biohacking naturel, ce sont ces techniques que nous avons, que nous pouvons apprendre comme des outils, dans un boîte outils, pour optimiser les réponses physiologiques de notre corps, autant sur les plans ouais. physiques que sur les plans mentaux. Et bien sûr, le biohacking, c'est plus large que ça. On peut aussi utiliser la technologie, on peut utiliser les compléments alimentaires, on peut aller plus loin dans la médecine, dans les machines. Mais ce que nous voulons faire et parler aujourd'hui, c'est vraiment biohacking naturel, comme par exemple la respiration, le froid, certaines techniques mentales et qui sont simples et accessibles. En fait, je me rends compte que naturellement, sous ce terme-là, c'est des choses qu'on utilise déjà, qu'on fait naturellement par différentes approches, mais sauf qu'on peut y mettre un vrai terme derrière et qui permet de réunir tout ce qui peut nous aider à nous améliorer, à augmenter certaines de nos compétences, en fait. Ouais. Les premiers outils des biohacking de l'histoire a été toujours la respiration. Dans plein de cultures et dans plein de peuples, il y avait des exercices de maîtrise du souffle pour apprendre à se maîtriser.
Et ça m'a passionné, ça m'a fasciné. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur la respiration qui s'appelle La respiration pour la maîtrise de soi. Parce que Un je super trouve livre. cela, merci, je trouve cela passionnant, le fait de pouvoir se dire que par le contrôle de notre respiration, on peut se maîtriser. Et maîtriser, ça veut dire canaliser, véhiculer ce qu'on peut faire. Et moi, par rapport à mon parcours personnel, j'étais un gymnaste de haut niveau. Au moment des compétitions, où on a zéro marge d'erreur à la gymnastique artistique, c'est un sport où tu ne peux pas te tromper. Si tu te trompes, c'est fini cette compète. J'arrivais pas du tout à canaliser ce que j'avais entraîné pendant des années, des fois, parce que j'avais pas un niveau de maîtrise de moi suffisant sur le plan mental. Sur le plan physique, je l'avais acquis avec Mm. l'entraînement, mais sur le plan mental, j'avais bon à m'entraîner, je n'arrivais pas. Donc, il manquait certaines choses. Je voyais des gymnastes qui faisaient la méditation avant de faire leurs exercices. C'était un approche, moi je ne l'avais pas. Mais par la suite, c'était respiration, exposition au froid et exercice au niveau du mental qui m'ont beaucoup aidé quand j'ai découvert la méthode Wim Hof, par exemple. Ouais, mais ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'au final, moi, je peux faire le lien avec ce que je vois à travers mon travail et ce que j'en connais aussi. Ça va être tout ce qui va être le travail de répétition, des drills qu'ils vont faire. Alors que ça peut être par exemple pour le tir, ça peut être pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est type les colonnes d'assaut, tous ces domaines-là où en fait ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Et il y a toujours un peu, bah, comme tu dis, hein, comme on est souvent confronté, où le jour J, il y a ce qu'on répète à l'entraînement qui permet d'automatiser certaines choses. Donc, on va créer voilà, tous ces automatismes, cette mécanisation. Et le jour J, il va y avoir un nouveau facteur qui s'invite, c'est le facteur stress avec la situation, le contexte, bah, est-ce qu'on a plus ou moins bien dormi. Voilà, il y a plein de choses qui vont venir s'ajouter et faire que il y a peut-être des petits grains de sable qui vont se mettre et qui vont faire que les choses ne vont pas se passer forcément comme on voudrait. Ouais, Et c'est marrant de voir que des fois, il y a des gens qui, quand ils sont bien, quand ils sont dans un contexte intéressant, ils maîtrisent énormément de choses. Et quand le stress vient s'inviter, ils sont plus concentrés sur eux, sur la respiration en l'occurrence. Ils perdent énormément de choses, des fonctions cognitives, leur motricité, et tout est on perd tout. impacté. Ouais. On perd Et c'est terrible pratiquement parce tout. que tu te mets à remettre en question ton niveau, entre guillemets, ou peut-être tu t'entraînes pas assez, ou tu n'es pas assez précis dans ce que tu fais. Alors qu'au final, tu te rends compte que ça peut venir d'un facteur que tu ne pensais même pas, qui va être contrôler ta respiration, qui va impacter tout le reste au final. Oui. Et moi, je pense que ce que tu viens de dire, c'est important. On peut beaucoup répéter et on peut beaucoup s'entraîner, mais sauf si on s'entraîne à les faire dans un niveau de stress équivalent à ce qu'on peut revivre à un certain moment, Ouais, sauf ça va être difficile vraiment d'être prêt. Donc, c'est difficile quand même, des fois, de simuler une situation de stress ouais, équivalente à l'entraînement. Mais c'est peut-être possible dans certains cas. Je ne sais pas. Mais des fois, ce n'est pas possible. Donc, on doit trouver d'autres exercices qui nous font faire ça. Et ça veut dire qu'au moment où on a besoin de faire la bascule au niveau physique et mental, c'est le moment là où ça se décide, ça doit être acquis au niveau inconscient. On ne peut pas là se mettre à dire non, calme-toi, fais ça pour ouais, te calmer. On n'a pas le ouais, temps. Et de toute ouais, façon, je suis tout à fait d'accord. notre cerveau rationnel à ce moment ne fonctionne pas parce qu'on est en combat-fuite. Les niveaux Ouais, d'adrénaline et cortisol, ils ont déjà monté probablement. Donc, on est dans un état où on perd un peu de moyens. On peut aller dans ce qu'on appelle l'état de freeze. On se bloque. ouais, C'est l'état de stress un peu plus élevé. Peut-être c'est juste 1-2 secondes, mais dans certains cas, c'est trop. ouais, Et donc, on a besoin que notre corps et notre mental répondent avec des mécanismes inconscients directs. Ça veut dire ouais. inconscient, mais travailler en amont. C'est pas Ah, mais qui sont tellement ancrés qu'ils sont stable, plus conscients, ancré. ils sont ancrés dans notre inconscient. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les travaux qu'on a fait nous servent véritablement. Parce que de travailler certaines techniques de respiration, d'exposition au froid quand tout est tranquille, c'est bien. Mais ce qui est Ouais, utile, c'est que notre corps apprend à les faire lui-même au moment du besoin. Et ça demande de la pratique de certains exercices. Et après, certes, dès qu'on a réduit un peu ces pics de stress, il y a certaines choses qu'on peut mettre en place, comme des longues expirations, le focus sur les souffles, pour rester un peu ouais, bas au niveau du stress et pouvoir durer. C'est l'endurance physique et mentale. Des fois, c'est quelques ouais, minutes, des fois, ça doit être plus long. Et à ces moments-là, si on a besoin de baisser les stress et garder notre niveau d'énergie haut, au des focus haut, ça, on parle d'endurance, on a besoin de maîtriser notre souffle.
Si on ne maîtrise pas notre souffle, on s'essouffle à la fois physiquement, mais aussi mentalement, ça veut dire qu'on se fatigue et on lâche. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple, mais certes, il y a des choses qu'on peut travailler en amont, en entraînement, quand tout va bien, pour apprendre à faire ça au moment du besoin, de façon plus ou moins involontaire, inconsciente ou direct, autonome. Autonome, c'est ça les mots que je veux dire. Autonome, mais entraîné en amont. Ouais, c'est exactement ça. Ça me fait penser à cet exemple que tu as que tu vas avoir, par exemple, typiquement la nuit, où il y a tout le travail que tu fais avec ta respiration fonctionnelle en amont, que tu répètes un peu tous les jours pendant 20 minutes, 30 minutes. Ça peut être des fois 5 minutes que tu répètes. Voilà. Mais c'est cette régularité qui va faire qu'à un moment donné, il y a le moment où tu vas avoir cette partie consciente, tu vas utiliser des outils. On pourra tout à l'heure donner aux gens quelques outils bien spécifiques. Mais à un moment donné, quand tu as besoin d'être vraiment concentré sur quelque chose, tu ne penses plus à ta respiration. Et c'est là où tu le vois naturellement, apparemment avec les sports de combat, où les gens ils vont se mettre en apnée. Parce qu'on leur donne plein d'informations, ils ont plein de choses à gérer, mais ils ne se rendent plus compte dans l'effort. En fait, ils sont en apnée, ils ne respirent plus normalement. Dès qu'on leur dit, repense à ta respiration, hop, là, ils se remettent à reprendre une respiration normale. Et ça, on va l'avoir dans les situations très stressantes. On est tellement focus sur tout ce qui va se passer autour de nous, notre environnement, s'il est dangereux, s'il y a des choses qui sont importantes à prendre en termes de décision, qu'en fait, on oublie notre respiration et on peut faire des micro-apnées. Et puis, on va voir qu'en fait, notre énergie, notre capacité cognitive, elle va se mettre à chuter drastiquement. Absolument. Et ce que tu dis, c'est intéressant des sports de combat parce qu'effectivement, on peut aller en apnée sans l'apercevoir. À ces moments-là, quand on va en apnée, notre énergie décroît assez vite. On a une fatigue musculaire qui est dans les 30 secondes, la minute, pour les plus entraînés, 2 minutes, la fatigue musculaire, ça se fait tellement intense qu'on doit presque arrêter. Donc, effectivement, dans ces cas-là où il y a un enjeu de stress plus un enjeu cardiaque, ça veut dire cardio en même temps, on peut faire tous des exercices d'entraînement de l'oxygen advantage comme l'hypoxie, hypercapnie intermittente, comme de la simulation d'altitude en hypoxie en entraînement pour justement retarder l'arrivée de la fatigue musculaire. Ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'on travaille en adaptation physiologique dans notre corps. Donc, dans ces cas-là, c'est un exemple concret du fait qu'avant, tu durais 30 secondes et maintenant, tu peux donner 5 minutes. Et ça fait la différence pour plein de choses. Alors, tu ne peux pas durer un anaérobique très longtemps, mais tu peux quand même allonger. Ça permet d'avoir une fenêtre un peu plus large. Moi, je prends l'exemple que ça m'est arrivé où j'ai vu par rapport à quand tu es suréquipé, que tu as énormément d'équipements, alors les gilets lourds, le casque, tu peux avoir une cagoule, c'est des choses qui te gênent. Par exemple, typiquement, la cagoule avec le casque, une visière qui va faire que tu ne respires pas comme tu respires d'habitude. Tu vas avoir donc une capacité à t'oxygéner qui va être diminuée. Si en amont, tu as fait ce travail un peu tous les jours de faire des efforts, mais avec cette oxygénation qui est diminuée, et dans ce genre de moment où tu vas être avec tout ton équipement qui est gênant, qui est une surcharge, avec tout ce qui te gêne au niveau du visage, et que tu vas monter, que tu vas marcher longtemps, ou que tu vas faire ce genre d'effort, et ton corps, naturellement, il va avoir cette habitude en fait de « Ok, là, je dois faire un effort, je ne m'oxygène pas comme d'habitude, mais comme j'ai l'habitude, il va mieux gérer en fait sur un peu cette période tampon qui va faire que tu ne vas pas basculer dans ce truc comme on peut voir très rapidement, ça va devenir très lourd, ça va te peser. Puis en fait, après, il y a tout qui est impacté, ta façon de réfléchir, tes capacités cognitives, tes comportements, tout, il y a tout qui se met en branle en fait. Donc c'est en ça que ce genre de méthode elle est intéressante, je trouve. Absolument. Et donc, il y a aussi quelque chose qui fait la différence, c'est si ta capacité aérobique est plus grande, tu seras moins essoufflé. Et il ne faut pas oublier que l'essoufflement, pour plein des personnes, c'est les facteurs limitants où les gens doivent vraiment s'arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont essoufflés. Et si on n'est pas essoufflé, on peut continuer à faire la chose. Des fois, ça fait vraiment la différence. Et alors, je pense à des métiers où on a de l'équipement lourd et en plus, on doit se déplacer. Ou si on doit se déplacer dans un terrain difficile, on doit monter, descendre, grimper. Si on est essoufflé, on va ralentir, notre focus va se réduire parce qu'on rentre dans un état de stress parce qu'on a essoufflé. Donc déjà, les simples faits de bouger nous-mêmes
ça nous réduit nos capacités. Donc, le fait d'avoir une capacité aérobique, ça permet de gérer l'essoufflement, bah, tant mieux. Et ça, c'est vraiment important. Tu vas l'avoir, ça, c'est un super exemple, c'est par rapport au tir. Tu vois, quand tu prends la plupart des tests voilà, dans les services police, même autres, hein, souvent, on peut difficilement simuler un stress parce que tu sais qu'il sera toujours, alors quand je dis faux, il va être créé par exemple, souvent, alors les facteurs qui vont revenir souvent, ça va être la fatigue, l'alimentation, le fait de faire beaucoup de choses, essayer de créer un environnement un peu plus stressant et te faire faire quelque chose derrière. Mais dans la plupart des tests, lorsqu'on va te faire faire du tir, qui est de la précision, qui demande de te calmer, d'être concentré, et ben, ce qui va revenir souvent, on va te faire faire un effort physique avant, qui va vite faire monter le cardio très vite. Alors, ça peut être plein de choses, hein, courir, des allers-retours, porter quelque chose, des burpees, enfin, des choses qui vont vite faire monter le cardio. Et dans la foulée, on va te demander de tirer. Alors, avoir ta concentration, te refocaliser très rapidement. Et tu vois, c'est typiquement ce Et ça, genre c'est d'exercice, très tu bien. rentres en plein dedans, c'est plutôt que rentrer dans un truc où tu es oxy et le temps qu'il te faut pour reprendre ta concentration, pouvoir faire un tir précis, et ce genre d'exercice, tu vas être en plein dedans où tu vas très rapidement arriver. Alors, il y a déjà mieux gérer, mais aussi te refocaliser, te reconcentrer pour vite faire cette bascule de tout est agité, tout est, voilà, il y a tout physiologiquement qui est Et très là, haut, ouais. arriver à vite faire redescendre les choses. Là, il y a deux choses sur lesquelles tu peux travailler. Tu peux t'entraîner à tirer bien, même quand tu es dans un eau cardio et fatigué, et ça, c'est hyper utile. Ouais, Mais tu peux aussi entraîner ton cardio pour être moins essoufflé à parité d'effort, et donc ouais, tirer dans des conditions plus simples. C'est les deux choses que tu peux faire. ouais, Un, tu entraînes ton tir et ta maîtrise du stress lié au cardio, et l'autre, tu entraînes ton cardio avec des exercices respiratoires, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas clair pour la plupart des gens. On pense qu'en s'entraînant de plus en plus, on va être de plus en plus capable de gérer ouais, l'essoufflement. C'est pas vrai. On est en train d'entraîner le muscle, ça c'est sûr. Donc les muscles peuvent être ouais, plus efficaces et plus endurants, mais en même temps, notre capacité à gérer l'essoufflement n'a pas du tout changé. Peut-être on a ouais. retardé pour un certain type d'entraînement les niveaux, mais ce qui est très très important, c'est apprendre à mieux gérer l'essoufflement. Et ça, on peut le faire uniquement avec un travail des respirations. Certes, on peut aussi le faire pendant les sports avec un travail des respirations ou juste avec un travail des respirations à part. Ouais. Et c'est l'objectif de l'Oxygen Advantage que tu as fait sur ce qu'on appelle la respiration fonctionnelle. Ouais. Et Et je me demandais, est-ce que vous tirez des fois avec les pieds dans un banc de glace? Parce que des fois, non, avoir les extrémités dans les glaçons, non, c'est un exercice très, très sympa, très challengeant. non, 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 il y a pas ce genre d'exercice. Non, non, non. Non, non, mais tu vois, moi, comme je t'avais dit, en plus, moi, j'ai fait le choix de devoir faire tout ce gros travail sur la respiration auquel je me suis intéressé parce que à l'origine, moi, j'ai eu un cancer et j'ai eu un de mes poumons qui avait été touché et j'ai eu ma capacité respiratoire qui a été vraiment diminuée. Et ça m'a demandé de devoir faire certains efforts pour atteindre ce qu'on va dire un niveau moyen presque. Ça me demandait beaucoup d'efforts. Et à un moment donné, la question qui s'est posée, c'était de me dire qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour apprendre justement à s'améliorer et optimiser notre potentiel, entre guillemets. Et Mhm. après, c'est en creusant que j'ai découvert voilà, qu'il y avait des choses qui existaient. Typiquement, avec Oxygen Advantage, tu te rends compte que tu n'es pas forcé d'aller courir 7 jours sur 7, de faire ce surentraînement. C'est ces travaux qui vont exister avec les apnées, avec les efforts dans les apnées, avec tous ces petits protocoles qui existent, qui te permettent alors, soit au moins maintenir, mais voire même d'améliorer tes capacités respiratoires. Ça va toucher énormément de choses. Est-ce que tu voudrais en dire un petit peu plus sur ce que la méthode Oxygen Advantage pourrait apporter euh, aux personnes qui seraient désireuses, tu vois, de découvrir un peu? Oui, bien sûr. Donc, il y a deux piliers dans l'Oxygen Advantage. Il y a un pilier qui est celui de la respiration fonctionnelle. Mhm. Et ça veut dire une respiration efficace dans la vie de tous les jours et la nuit. C'est la Ouais, base pour beaucoup de choses assez simples comme bien digérer, bien assimiler ce qu'on mange, bien dormir, bien se régénérer, bien récupérer, éviter de se blesser, être calme. Comme ça, on peut lire, on peut bosser, on peut échanger, gérer son stress.
Donc, ça a l'air tout simple, mais c'est assez important dans la vie de tous les jours. En même temps, ça permet aussi de mieux gérer l'essoufflement. Donc, être moins essoufflé. Voilà. À parité d'effort, moins essoufflé. Ça veut dire, si avant, on faisait les escaliers, on commençait à s'essouffler au deuxième étage, et ben, en travaillant la respiration, on peut commencer à s'essouffler au quatrième étage. Okay. Je trouve cet exemple d'être capable de faire plus avec moins, en fait. C'est ça. C'est la devise de l'Oxygen Advantage, faire plus avec moins au niveau respiratoire. Le deuxième pilier, c'est ce que tu disais, c'est l'effort en apnée. C'est ce qu'on appelle l'entraînement intermittent hypoxique, hypercapnique. Donc, en gros, moins d'oxygène, plus de CO2, donc un environnement très challengeant pour le corps. On le fait de façon intermittente pour s'entraîner. C'est comme un entraînement à haute intensité à intervalles, mais pas sous l'intensité physique, mais sous la respiration. Donc, d'un point de vue de l'efficacité sur les résultats anaérobiques et aérobiques, il est incroyable ce type d'entraînement, mais c'est challengeant. Alors, c'est pas quelque chose, voilà, j'ai fait un exercice, c'est simple. Non, c'est un vrai exercice challengeant. Mais bon, de toute façon, généralement, ces métiers, ils ont l'habitude de se challenger. Donc, c'est quelque chose qui peut faire partie des entraînements. Mais on n'a pas, comment dire, on n'a pas conscience du niveau d'efficacité de ce type d'entraînement. Parce que quand on le fait, les sportifs gagnent les compétitions. Quand on le fait, on a des vrais changements au niveau de la gestion du stress, par exemple, quand on est en apnée, quand on est en hypoxie, quand on est essoufflé. On le gère comme si c'était presque normal. Certes, ce n'est pas agréable, mais ça change vraiment notre réponse. Et voilà, ce type d'exercices sont par exemple faire des sprints en apnée, faire les maximums de pompes en apnée, faire les maximums de burpees en apnée, les maximums de squats en apnée. Et au début, vous pouvez essayer, ceux qui nous écoutent, peut-être vous êtes capable de faire 15, 20, 30 pompes, squats en apnée. Et quand vous entraînez, vous voyez que ça augmente, 40, 50, il y a un progrès qui s'installe. Et ce n'est pas forcément parce que vous entraînez les muscles à l'exercice, mais c'est parce que votre corps apprend à gérer un état hors équilibre en restant plutôt tranquille et en mettant en place les choses qu'il doit faire pour. Ouais, et tu as une partie que je trouve vraiment intéressante avec ça, c'est d'ailleurs, tu l'as dit, c'est le côté désagréable. Tu as cette barrière mentale, je trouve qu'avec l'apnée que tu peux travailler, c'est naturellement quand ton corps commence à t'envoyer tous les signaux de respire, respire. Et tu le sens naturellement, même n'importe qui, hein, là, tous ceux qui regardent, de faire le test, de faire une apnée, tenir longtemps. À un moment donné, quand les premières sensations de respirer viennent, on commence à être brouillon dans notre réflexion. Et ça va très vite. Il y a tout qui se met en branle. Et là, je trouve c'est super à tout mettre en alerte, de prendre le dessus et de se dire non, je reste calme et c'est moi qui contrôle les choses. Et ça, je trouve que c'est transposable par rapport à des métiers comme je fais, ou qui vont demander à un moment donné dans l'urgence, quand autour de nous, tout devient urgent, tout nous pousse à devoir aller vite, être tout dans l'excitation, être capable de faire l'effet inverse d'un point de vue mental, cognitif, de se dire non, je reste calme, je maîtrise ce que je fais. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce qu'on va retrouver avec le froid, justement, où quand tout commence à monter en excitation, les signes physiologiques, tout, on va faire l'effet inverse de se dire non, je reste calme. C'est un peu je suis confortable dans l'inconfortable. Oui, ça c'est quelque chose, c'est élargir notre zone de confort, même si à la frontière de notre zone de confort, on est entre presque confort et confort, hein. C'est là où on sort. Mais si on l'élargit, on est beaucoup plus stable. C'est notre zone de confort, elle est très petite. Bah, dès qu'il y a des changements, elle nous met en difficulté. Si notre zone de confort est beaucoup plus large, bah, on est capable de tolérer beaucoup plus de changements sans que ça nous perturbe. C'est un peu l'idée aussi du travail avec le froid, la respi, l'hormèse en général, les apnées, les jeûnes, la survie, dormir dehors, la nuit. Tout ça, en fait, a comme objectif d'apprendre des techniques, de mieux se maîtriser, mais en fait, ça élargit les socles de base. C'est là où on est, entre guillemets, confortable. Des fois, on est plus confortable, des fois un peu moins, mais on reste quand même dans quelque chose qu'on tolère. Ça fait penser un peu, tu connais bien Pierre Dufresne qui parle souvent de l'antifragilité, qui est en rapport avec toutes ces choses, d'être capable de souvent de s'habituer dans les choses qui ne sont pas agréables, qui sont inconfortables, de ne pas les subir, justement, de s'améliorer à travers cette démarche-là, tu vois. Oui. Et pour faire le lien, tout à l'heure, tu as abordé un sujet qui, moi, va encore concerner toutes les personnes qui font des métiers voilà,
des métiers style les urgences, les pompiers, la police, tous ces métiers avec des horaires aussi très tout à l'heure. Et là, on peut faire le lien du coup. C'est de montrer comment la respiration, lorsqu'on a travaillé un petit peu tous les jours par la respiration fonctionnelle, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, va influencer notre sommeil. Et le sommeil, c'est un des piliers de tellement de choses qui est souvent négligé. Et tu vois, moi, je vais prendre typiquement les horaires que je fais avec des horaires décalés où bah, tu travailles et de matin et de soirée. Là, tu vois, bah, en ce moment, pareil, je me lève très tôt. Ou de toute manière, d'un point de vue physiologique, tu ne peux pas avoir des horaires réguliers. Donc, il faut trouver des moyens d'améliorer ton sommeil, de faire des siestes, voilà, d'avoir des choses qui vont contrebalancer, même si on le sait, de toute manière, le sommeil, un mauvais sommeil, tu ne peux jamais le récupérer. C'est Les difficile. heures que tu n'as pas, voilà, le sommeil, c'est un pilier, mais il y a des métiers comme ça où de toute manière, faut faire avec et faut composer. Mais quitte à avoir un sommeil peut-être diminué, autant faire en sorte qu'il soit le meilleur possible. On va influencer notre sommeil, dont la méthode Buteyko, justement, qui va aborder toute cette partie aussi. Donc, je te laisse peut-être en parler et dire comment ça pourrait aider les gens, justement, à améliorer leur sommeil et donc aussi impacter tout le reste, leur qualité de travail, l'opérationnel. Hein. Leur Moi, niveau je prends souvent cet d'énergie. exemple. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le dehors, sur la voie publique, ou quand nous, on va arriver en intervention. Quand c'est très tôt le matin, tu t'es levé, il est 3 heures, tu prends, il est 4h30. Bon, s'il se passe quelque chose à ce moment précis, faut avoir les yeux en face des trous, tu vois. Faut savoir ce que tu fais. Et là, il n'y a pas de place. Je suis fatigué, je me suis levé trop tôt. Et maîtriser son sommeil, ça va permettre de garder des réponses cognitives, mentales, tout ça qui vont être bonnes et éviter d'avoir une déperdition qui est trop grosse et faire des conneries, justement. Donc, Oui, tout à fait. je peux en parler un peu plus. Ouais. Mais ce que tu dis est fondamental parce que là aussi, les piliers du sommeil, dans tout ce qui est performance, c'est quelque chose qu'on a vu et compris maintenant qu'on ne peut pas vraiment l'enlever. Ça veut dire que si on enlève le sommeil, à un certain moment, nos performances cognitives, mentales et physiques vont être affectées. Là, il n'y a pas question. Je veux dire, si on n'a pas suffisamment récupéré, on est moins performant. On peut les tolérer. Il y a certaines marges où ce n'est pas grave. Mais certes, si à le moment où on doit performer, c'est en compétition sportive ou le jour où on doit avoir une grosse charge mentale, certes, ça peut nous aider de travailler sur la qualité et la quantité du sommeil. Donc, la quantité, là, c'est le nombre des heures où on dort. Mais la qualité, c'est qu'est-ce qu'on en retire de ces heures. Parce qu'on peut dormir 8 heures avec une mauvaise qualité ou dormir 6 avec une bonne qualité. Et c'est mieux. Donc, dans les sommeils, il y a 3 phases. Sommeil léger, sommeil profond et sommeil REM. Et les sommeils profonds régénèrent les physiques, les sommeils REM régénèrent les mentales. Et les deux sont importants. On peut faire un travail de mesure sur la qualité du sommeil. Moi, je l'ai fait depuis 2 ans, par exemple. J'ai une petite bague ici, les Oura Ring, donc je la porte avec moi. La garde, c'est pour faire du sport. Je la garde quand je fais du sport. Je l'enlève quand je dors. Et l'Oura, je l'ai la nuit, les jours aussi. Donc, ça mesure un peu la qualité du sommeil. Et je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui m'aident pour avoir une qualité du sommeil meilleure. Une chose, c'est une bonne respiration. Parce que si on a une mauvaise respiration la nuit, malheureusement, la qualité du sommeil est impactée négativement. Et par exemple, si on ronfle ou on respire par la bouche, c'est très difficile de se régénérer. Et si on fait en plus ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, ça, c'est terrible. Là, malheureusement, c'est terrible parce que vraiment, on s'épuise la nuit. Donc, vous imaginez, on est fatigué le soir. Tu es encore plus fatigué que… C'est ça qui est terrible. Les gens, ils se réveillent, ils sont encore plus cuits. C'est hyper dur. Donc, en général, ce qui devrait être normal, c'est qu'on se réveille reposé. Et l'effet de se réveiller fatigué, ce n'est pas normal. Ça peut arriver. Ça m'arrive aussi. Mais ce n'est pas normal. Donc, si on se réveille tout le temps fatigué, il faut comprendre. Donc, on peut travailler sur la respiration dans les jours pour améliorer la qualité de notre respiration. Et la nuit, donc ça suit. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle du scotch myotape autour des lèvres pour empêcher à la bouche de s'ouvrir et respirer par la bouche la nuit. Donc, respirer par le nez,
ce qui est plus efficace, c'est qu'il y ait de sommeil, donc myotape, ou du Ouais. scotch, du sparadrap. Mais on peut Ouais. aussi après faire autre chose. Par exemple, moi, j'ai un rituel du soir où je m'étire, je fais de l'automassage au niveau du fascia, je fais certaines respirations lentes qui aident pour les sommeils. Euh, Ouais. ça peut être 5-10 minutes, c'est pas très long, mais j'ai fait ces protocoles-là avant de dormir et ça aide. Et je vois la différence par rapport à ne rien faire, avoir regardé un film ou bosser jusqu'au tard et Ouais. essayer de dormir tout de suite, ou manger tard, essayer de dormir tout de suite. La qualité du sommeil n'est pas la même. Ou je mange tôt, je prends le temps pour descendre, j'enlève les écrans, la lumière bleue, je mets même des lunettes pour les écrans. Je fais des Ouais. exercices de respiration pour calmer mon système nerveux autonome. Je fais de l'automassage ou pas, vous n'êtes pas obligé, mais ça aide en fait pour récupérer. Et donc là, tu touches à quelque chose qui est vraiment important pour les gens parce que si la C'est des outils, qualité, ouais. ouais, si la qualité ou la quantité de sommeil ne sont pas là, malheureusement, ben, c'est comme si on était hors du potentiel. Et il y a Ouais. un scientifique qui l'a vu qu'une heure de déficit de sommeil, c'est équivalent à un pinte de bière sur l'impact qu'il y a sur les corps. Alors, il y a Ouais. ceux qui tolèrent plus ou moins bien la pente, Ouais. mais on n'est pas si performant après avoir bu un pinte de bière. Voilà. Non. Il y a plein de choses à dire parce qu'au final, tu vas prendre l'exemple de la plupart des tests police dans les services spécialisés. Souvent, une des premières choses qu'ils vont amener, ça va être le manque de sommeil. Et c'est là où tu vas voir le vrai visage de certaines personnes. Et il y a plein de choses qui s'expliquent. C'est que quand tous les jours, tu t'entraînes, tu te prépares, tu mets tout en place, voilà, tu es rigoureux, tu as tes heures de sommeil, ton alimentation, voilà, tout est millimétré, tu vas performer. Ça va être très bien. Et c'est là où on va être confronté à deux types de personnes. Tu vas avoir ceux qui vont être toujours un peu comme une horloge parfaitement réglée parce qu'ils ont le sommeil, ils ont leur façon de se nourrir qui est au bon moment, aux bonnes périodes, voilà, où tout est parfait. Donc, ils vont avoir cette qualité où ils vont performer. Et tu vas avoir l'autre côté qui me fait penser encore un peu à ce côté antifragile qui est quand tu vas amener, typiquement nous, hein, tu travailles de matin, tu travailles de soirée, tu ne peux pas manger quand tu veux, tu es en intervention, à un moment donné, ton repas, il va être décalé, tu vas peut-être manger plus tard, tu vas avoir si 2 heures avant, tu as été exposé à un gros stress par rapport à quelque chose auquel tu étais confronté. Après, quand tu rentres chez toi, si tu ne fais pas des paliers de décompression un peu, c'est normal que tu ne dormes pas. Il va y avoir toutes ces choses qui vont se mettre et qui vont faire qu'elles ne vont pas être aussi bonnes. Mais par contre, je trouve, tu as soit le parti pris d'apprendre justement à être confortable et à être meilleur malgré tout ce qui va venir. Un repas qui saute, apprendre à faire des jeûnes ou pas déjeuner, t'entraîner, à faire en sorte que voilà, peu importe les situations, peu importe les imprévus, tu gardes ce cap et tu t'adaptes à ton environnement ou au contraire, toujours chercher à maintenir un environnement confortable ou quoi. Et tu vois, lors des tests, ce qui va se passer souvent, le manque de sommeil qui va venir très rapidement va faire que des personnes qui vont être entraînées vont exploser en plein vol parce que il y a plus de sommeil. Donc, tu te rends compte, tes capacités cognitives, elles en prennent un coup, tes capacités physiques, tu n'arrives plus à réfléchir comme il faut. Et au contraire, d'autres qui vont, en termes de performance égale, vont être moyens. Mais par contre, quand tous ces éléments vont venir, en fait, ils vont rester quasiment pareils, ce qui font qu'ils vont devenir meilleurs parce que ils vont avoir cette faculté à s'adapter, à rester tels qu'ils sont. Et le sommeil, c'est énorme parce que tu vois, moi, je vois qu'ils font des gardes. Des fois, ils ont pas dormi pendant longtemps et on leur demande d'avoir toujours la même rigueur, la même exigence dans leur prise de décision, dans leurs gestes. Je sais pas, tu prends un médecin, tu prends n'importe qui va devoir opérer certains gestes sur certaines personnes. Nous, notre travail, ça va être des prises de décision sur une situation X, une situation qui s'envenime dehors. Le matin, très tôt, quand tu te lèves, quand tu vas interpeller quelqu'un chez lui, s'il y a une colonne, s'il y a quelque chose, tes prises de décision, des fois, elles vont devoir être très précises. Tu vas devoir faire des gestes précis, tu vas devoir faire des choses précises.
Et le manque de sommeil va faire que tu vas te rendre compte que tu es moins précis, tu as du mal à réfléchir. Et c'est en ça que le travail sur le sommeil pour ce genre de métier est une des clés pour moi. C'est moi qui m'axe là-dessus, qui est fondamentale. Et tu l'as, alors, ça s'appelle les TOPS, c'est techniques d'optimisation du potentiel, où justement, il y a un gros travail, un gros pied sur le sommeil. Mais on peut apprendre à l'améliorer. Mais voilà, encore une fois, des fois, il y a des choses où on va dire il faut que tu aies tes 8 heures de sommeil, il faut que tu dormes comme ça. Encore une fois, c'est très L'idéal. bien. Mais des métiers comme ça, où tu ne peux pas, parce que pas manger comme tu veux, tu vas manger les 22 heures, à 23 heures, tu vas rentrer chez toi, il y a toute l'excitation de la journée, et c'est là où, exactement comme tu disais, ces petits protocoles que tu mets, ces petites respirations, ces petites techniques, ces petits outils, vont faire que tu vas te conditionner, mécaniser à faire, OK, voilà, j'ai eu ma journée, j'ai eu mes choses, là, le fait d'instaurer ça, toute la partie physiologique, tu vas la calmer, la diminuer, et tu vas optimiser en fait ta mise au sommeil et qui va aider, je pense, à avoir un Oui. meilleur sommeil. Les protocoles de décompression, les SAS que tu disais, sont hyper importants. On les fait aussi après un entraînement physique intense parce qu'on peut, même si on s'amuse et on aime ça, on est quand même Ouais, soumis des fois à des doses de stress, par exemple des sports de combat, où ça peut être ouais, un exercice très intense. Le corps, il subit quand même le stress et il les vit. ouais, Si on ne fait pas ces protocoles de décompression à la fin pour retourner à l'équilibre, des fois, ça peut prendre 2, 3 heures au corps pour y arriver tout seul, ou même plus. ouais, Donc, si on mange après, on ne digère pas. Si on essaie de dormir, on n'arrive pas à ouais, dormir. Et ça, moi, j'étais confronté quand je faisais mon entraînement de gymnastique, des fois jusqu'à 11 heures le soir. Et je ouais, mangeais des fois à minuit. Mais les lendemains, j'étais épuisé, détruit. Parce qu'en fait, même la nuit, je n'avais pas fait ces bascules. C'est comme si j'avais dormi 2 heures. ouais, Non, c'était pas bon. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, il y a un protocole dans l'Oxygen Advantage, c'est le protocole de récupération. Je l'ai fait tout de suite après un entraînement. Je baisse ma fréquence cardiaque. Peut-être j'étais à 180 parce que j'avais vraiment poussé à ouais, 80 en quelques minutes. Je calmé ma respiration. Mon corps bascule en parasympathique. À ce moment-là, il commence à se régénérer. Et généralement, par la suite, je fais une douche froide. La douche froide ouais, a la capacité de régénérer les corps, la récupération physique, mais aussi mentalement, ça enlève beaucoup de stress. Donc, pour ce que tu disais, tu as vécu une situation stressante dans la rue, tu ne te sens pas vraiment aligné, ouais. tu te mets sous l'eau On le froide, sent naturellement. ça purifie le mental, ça purifie le Ouais, psychisme, toutes ces pensées. Donc, effectivement, voilà, 2 protocoles rapides, la respiration de récupération Oxygen Advantage et en douche froide, ça nous permet en 5 minutes, 10 minutes de revenir au nôtre. Et des fois, c'est des leurres. ouais. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a des outils qui existent en fait. Parce que, tu vois, moi, je pense que c'est important aussi de rester pragmatique et il y a des méthodes, il y a plein de choses qui existent qui sont intéressantes dans certains cadres où tu as le temps, tu as le contexte, tu as l'environnement qui te permet de prendre un certain temps, d'avoir un peu plus cette marge comme ça, de mettre des choses en place. Et il y a le côté, je dis opérationnel, qui à un moment donné, tu n'as pas une heure devant toi, tu n'as pas tout le contexte, tu ne peux pas être dans une pièce au calme, prendre. Non, voilà, c'est maintenant. Voilà, c'est là, je suis dans une situation qui va être stressante, qui d'un point de vue physiologique, physique, cognitive, est dure, difficile. Voilà, qu'est-ce que je peux faire tout de suite maintenant pour, tu vois, refocaliser, reconcentrer, apaiser. Et tu vois, pour le sommeil, typiquement, ça fait partie des choses. Voilà, tu viens, tu appliques et voilà, tu crées. Et en plus, naturellement, plus tu fais, plus ton cerveau il se renforce là-dessus et plus voilà, il sait que quand tu as fait cette technique, voilà, ça apaise, ça calme, ça te prépare au sommeil. Et je me suis dit, est-ce que tu aurais comme ça une ou deux astuces que tu pourrais donner pour cette gestion du stress? Moi, j'aime bien en parler dans le côté. Alors, moi, après, je ramènerai ça au côté opérationnel, mais qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, quand on est vraiment dans une situation assez stressante, qu'on va avoir besoin d'un point de vue cognitif, mais aussi en notre comportement, de se recentrer? Est-ce que tu aurais un ou deux outils comme ça qui pourraient intéresser les personnes et qui pourraient les Oui. aider justement à garder, alors au moins, leur capacité au plus haut, voire parfois même les améliorer?
Oui, donc moi, je vous réponds avec deux réponses complémentaires. Ça veut dire que dans la situation même, si on a encore un minimum de maîtrise et on réalise qu'on est en train de monter un stress, on a encore cette capacité de s'auto-commander, si on veut. On peut Ouais, faire des techniques, par exemple la respiration géante ou des techniques comme des longues expirations après en petite apnée. Par exemple, ça va être mm, une apnée, on bloque au niveau de la poitrine de façon volontaire quelques secondes et on souffle ouais, par la bouche. Ça, avec 3-5 répétitions, ça peut baisser un peu. Ça peut ouais, être faisable ou pas. C'est une chose que j'utilise, voilà, la respiration géante pour baisser, vraiment quand j'ai encore un peu de maîtrise. ouais, Mais si on a perdu la maîtrise, à ces moments-là, la seule chose qui compte, c'est comment, de façon automatique, les corps vont répondre. Et ouais, ça, on l'entraîne en amont. Ça veut dire qu'on ne peut pas exactement, se ouais. permettre de ne pas savoir comment notre corps réagit. Et moi, je l'entraîne avec deux exercices sur l'hormèse qui sont assez marrants. Un, c'est la respiration katana. C'est une respiration Ouais, que j'ai mis au point moi-même, qui est une exact. respiration challengeante, avancée, qui nous confronte au manque d'air et à la maîtrise du souffle. Vous trouvez une vidéo sur YouTube, donc c'est Ouais, accessible. Vous ouais, pouvez ouais, vous on pourra regarder la mettre en ça. lien, on pourra la donner, ouais, Ouais, on va dans la les mettre en lien commentaires. dans la vidéo. Ouais, Et donc ça, je la pratique et c'est vrai que néanmoins, ça apprend encore à réagir à ces situations où le stress perçu est élevé. Et un autre ouais, exercice qui est toujours très utile, c'est les bancs de glace, de se mettre dans des situations un peu challengeantes ouais. comme les froids extrêmes, parce que là, tu ne peux pas tricher. De toute façon, tu ne peux pas. Tu peux trouver tous les arguments que tu veux, mais tu ne peux pas les utiliser à ce moment-là. Tu dois Je suis tout juste à fait d'accord. voilà, tu fais ce que tu peux et Ouais, ce que tu es en ces moments. Des fois, ça sort bien, des fois, ça sort moins bien, mais c'est un jugement, c'est juste, tu ne peux pas tricher. Et là, ton corps, il apprend à gérer des doses de stress élevées parce que quand tu rentres à ouais, l'eau, l'eau est à 1, 0, 2 degrés, il y a plein de choses qui se passent, l'envie de sortir, de trouver une excuse, de ne ouais. pas le faire, de se dire, bah, finalement, je sors maintenant. Tout. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Et là, on peut apprendre petit à petit à canaliser tous ces mentales, toutes ces choses et à se maîtriser. Ouais, Et par exemple, un exercice que j'ai fait de temps en temps et que je trouve assez marrant pour voir comment les corps, là, ils réparent dans des choses ouais, qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, les bancs de glace, je les fais et maintenant je maîtrise, mais quand je mets la tête sous l'eau, même si c'est quelques secondes, ouais, quand je la sors de l'eau, c'est des moments où je veux me lever tout de suite, je vais sortir, ça reprend. Donc voilà, ouais. c'est une autre. Ou la douche froide. La douche froide, le corps, l'effet de mettre la tête, qu'on enlève, des fois, ça recommence. Donc, c'est des petits exercices comme ça, sans exagérer. Il ne faut pas, voilà, faut pas exagérer parce qu'on a déjà bien Ce qu'on dit, sollicité. faut toujours rester dans sa capacité adaptative. Voilà, moi, j'ai fait quelques Parce que quand tu secondes. la dépasses, après, ça fait l'effet inverse. C'est que tu Ouais. bascules dans de la fatigue physique, psychologique. Il faut toujours rester dans cette capacité adaptative, en fait. Oui, voilà. Donc là, je vous donne des exercices, mais il faut les adapter au niveau de chacun, au niveau d'énergie de Ouais, chacun, et il ne faut pas exagérer. Parce que si on est déjà fatigué et on commence à se pousser trop loin, comme tu l'as dit, on s'épuise. Donc à ça la fait fin, l'effet inverse. Ouais, on veut laisser renforcer et on s'affaiblit. Donc, ouais, c'est un peu la exactement. difficulté de savoir utiliser ces outils, c'est la juste quantité au juste Ouais, moment. ça demande de bien se connaître. Ça s'apprend. Ça s'apprend, il faut bien se connaître, il faut être guidé au moins au début Ouais, par quelqu'un qui peut nous conseiller. Mais en tout cas, quand on sait plus ou moins quand les faire, comment les faire, combien les faire, là, ça nous renforce. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, dans les temps, ça s'intègre. Et donc, les corps et les ouais, mentales, ils peuvent l'utiliser au moment du besoin. Et c'est uniquement à ce moment-là que c'est utile. Et dans les systèmes ouais, 1, on en parle beaucoup de ça. Moi, j'ai fait un stage avec un instructeur système et c'était marrant parce qu'il disait tu peux faire tous les exercices de respiration que tu veux, toutes les apnées, tous les bains froids, ouais, toutes les choses, mais si les corps ne les met pas en place au moment où tu en as besoin sans trop y réfléchir, ce n'est pas utile. La technique devient utile quand elle est intégrée au niveau inconscient et autonome. À ces moments-là, la technique est vraiment utile. Et donc, c'est un peu ça mon axe des réponses. Il y a deux choses. Si on a encore un peu de maîtrise, certes, des techniques comme la respiration, certains blocages, certains expis peuvent faire baisser les niveaux de stress élevés. Mais si on est déjà parti trop loin, à ces moments-là, on doit compter sur ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, on l'entraîne en amont. ouais. Tu vois, c'est bien parce que tu as fait le lien sur quelque chose que je voulais aborder, qui était du coup, l'exposition au froid.
Et moi, je crois alors fondamentalement hein, que par rapport, je vais ramener à un métier comme je fais, où, voilà, où on est, à un moment donné, on est exposé à des à des hauts niveaux de stress. Euh, voilà, je vais prendre l'exemple de certains groupes d'intervention qui vont être confrontés parfois à des choses qui vont être… il y a un enjeu de vie ou de mort. Hein. Euh, Ce qui est marrant, c'est que quand tu t'intéresses un peu à voilà, comment fonctionne le cerveau, tu comprends qu'au final, dans une situation stressante, le cerveau ne fait pas la différence entre un petit stress et un grand stress en termes de réaction physiologique. C'est-à-dire que tu as l'appréhension de recevoir un courrier, je ne sais pas, de ton banquier et que tu es confronté à une situation où derrière, il va peut-être avoir un individu retranché, quelque chose de très dangereux. La situation est diamétralement opposée, mais ce qui va se passer dans ton corps est exactement la même chose. Les réactions, tout ce qui va se mettre en branle va être exactement pareil. Et c'est là où c'est intéressant parce que le travail sur le froid, en l'occurrence vraiment l'exposition alors au gros froid hein, dans la glace, ce genre de choses, tu t'aperçois qu'à un moment donné, euh, ton corps et ton cerveau, naturellement, il y a tout qui va te mettre en alerte, qui va te dire, en gros, tu vas mourir. Enfin, là, ce que tu es en train de faire, tu vas mourir. Il y a cette notion, je trouve, c'est une petite mort, au sens où si tu restes, tu vas mourir. Et du coup, tous les signaux vont être de te mettre en alerte, de sortir, de ne pas rester dans cette situation. Alors, ça peut se ramener à… Il y a un gros danger, je suis dans une situation, je ne sais pas, une colonne d'assaut, ou peu importe, ou même la police de dehors, la police de tous les jours. Hein. Tu vas sur un individu où on dit, voilà, un individu dangereux, il est chez lui, ou une situation dehors, il faut que tu interviennes sur quelqu'un. Il y a cette situation qui va être très stressante, et dans ton corps, il y a tout qui va commencer à se mettre en branle. Tu le sens, tu as les jambes un peu dans le coton, tu sens qu'il y a tous ces petits signaux qui t'indiquent que là, ouais, là, le stress, il est bien là. Et l'exposition au froid, je trouve qu'elle a cette capacité, comme tu disais, à préparer ton corps à ce genre de moment. Et tu vas avoir exactement les mêmes choses qui vont se passer où ta respiration va exploser, ton rythme cardiaque il va exploser, ton cerveau, toute ta partie rationnelle où là, ça va. Et là, d'un seul coup, tu te rends compte que les petits pièges du cerveau vont venir avec tu n'as pas besoin de faire ça, mais sors de là, ça ne sert à rien, c'est dangereux, tu vas mourir, enfin tout. Et ce travail dans le froid, je trouve que pour des personnes qui sont exposées à des situations comme ça, qui sont très stressantes, très difficiles, d'être capable dans ce genre de moment de reprendre le contrôle, de rester calme, de rester focus, de garder des pensées qui soient maîtrisées aussi, de ne pas partir dans tous les sens, de rester concentré sur quelque chose, et ben, quand tu vas basculer dans ce genre de moment, quand tu vas retourner en opérationnel et que tu vas être confronté à ce genre de situation, c'est comme si déjà ton corps, tu l'avais préparé naturellement à ce genre de petits moments et tu vas retrouver cette capacité à tout de suite basculer dans non, je reste dans le contrôle. Je ne bascule pas en mode urgence, en mode voilà, c'est un peu un mode dégradé où là, quand je suis dans mon confort, c'est facile de faire ma séance de tir, d'avoir les bons gestes, d'avoir des gestes précis, voilà, de faire tout ce qu'on maîtrise. Et dès que la situation très stressante est là, on perd tout. On perd notre capacité de réflexion, on n'est plus précis, on n'arrive plus à être propre dans ce qu'on va faire, on a une mauvaise analyse. Et l'exposition au froid, je trouve qu'elle a cette capacité à te ramener encore une fois, c'est concret. On n'est pas dans de la théorie, on n'est pas dans des choses comme tout à l'heure, on a un C'est peu pas abordé. abstrait, c'est très concret. Voilà. L'eau Tout à froide, l'heure, on en a un on peu la parlé, sent. le côté, souvent, c'est vrai que le moment présent, on parle dans plein de choses qui sont passionnantes, mais qui à un moment donné, pour des gens qui sont dans l'opérationnel, leur parler de tout ça, c'est bien, mais ça reste voilà, des discussions très abstraites. Le froid, c'est toi et toi-même. Tu ne peux plus te mentir. Et si aujourd'hui, tu n'es pas concentré, si tu n'es pas dedans, si t'es vraiment, tu rentres pas dans ce contrôle, la réaction, elle est directe. C'est le froid, il te saisit tellement. Ça a cette capacité à être concret et à savoir où est-ce que tu en es et voir si les outils que tu as de concentration, de respiration, si tu sais les appliquer ou si au contraire,
bah voilà, tu es à côté de la plaque et Oui. tu les utilises mal. Ça t'apprend beaucoup, effectivement, parce que la réponse physiologique naturelle du corps au froid, c'est comme tu disais, une dose de stress élevée, Ouais, même une crise de panique. Donc, de faire un travail avec les froids réguliers, ça t'apprend progressivement, petit à petit, à baisser cette réponse. Et au début, ton corps augmente, ton rythme respiratoire part dans tous les sens, ta tête, ton cortisol, ton ouais, adrénaline. Et dans les temps, tu peux être capable de dire mentalement à ton corps qu'en fait ça va et d'échanger tout ça. Et ça devient acquis à un certain moment. Et voilà, c'est que j'ai vu sur moi. Les premières fois que je faisais des bains de glace, je ne contrôlais pas. C'était des réponses ouais, extrêmes. Et aujourd'hui, je rentre et il n'y a pas vraiment de changement, même si j'ai ouais, ressens l'effort. Donc ça te l'apprend. Et en même temps, comme tu disais, c'est un miroir. Ça veut dire que tu ne peux pas tricher. Donc si tu ouais, es à côté de la plaque et tu essayes de le faire, ça te le montre. Parce que ça ouais. devient tout de suite challengeant. Donc, comment dire, on ne peut pas tricher avec les froids et ça te rend aussi humble parce que des fois, ça te montre qu'il n'était pas vraiment au niveau. Ouais, Mais sans jugement, hein, on travaille et on n'est pas là ouais. pour devenir des pros avec les froids. C'est pas ça qui nous Non, non, c'est intéresse. pas de faire un record. Le but, c'est quand tu t'immerges, ça permet de montrer que bah, voilà, aujourd'hui, c'était peut-être plus dur. T'es peut-être resté moins longtemps. Voilà. Mais c'est aussi ce truc de se dire, bah voilà, tous les jours, il y a des jours où on est plus fatigué, il y a des jours où on est moins bien, il y a des jours où on se sent moins Exactement. dedans. Et c'est aussi ça, ça aide à, voilà, à se dire, bah ok, c'est comme ça, quoi. On apprend aussi à voir les signaux. On apprend à se connaître. On comprend un peu ce qui se Ouais, c'est passe vraiment dans ça qui est notre intéressant. Ouais. corps, dans notre tête, et ça va toujours dans ce sens de la maîtrise des sons. C'est quelque chose que Ouais. je trouve passionnant. Et moi, petite anecdote, j'ai fait un stage avancé grand froid avec les forces spéciales italiennes. Et dans ces groupes des gars super, on a passé 3 4 jours en haute montagne, il faisait -15, Ouais. -20. Donc c'était vraiment de bon Dur. froid. Il y Ouais. avait les champions d'Europe de lutte gréco-romaine, Grandis. Et ce qu'il m'a dit, et j'ai retenu ça, il m'a dit, j'ai fait plein de combats, j'ai eu plein de situations incroyablement challengeantes, et j'ai pu gagner, Ouais. j'ai pu me sentir fort. Il m'a dit, par contre, là, avec les froids, je me suis senti vraiment très humble. C'est comme si Ouais. j'ai pris conscience de la force et de l'ampleur de la nature. Et là, que j'étais tout petit, et ça fait du bien des fois pour se recadrer un peu soi-même Ouais, c'est et super se redonner. intéressant. Et il m'a dit ça, il m'a dit, c'est beau, c'est quelque chose voilà, qui nous montre qu'il est à des niveaux incroyables, champion d'Europe des luttes, forces Ouais. spéciales, c'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude de se confronter à quelque Stress, de se chose. confronter. Et puis, comme on dit souvent, les sports de combat, voilà, ça a cette capacité aussi à. Voilà, quelqu'un, on prend souvent le MMA, les sports comme ça. Entre une cage, c'est pas rien. Enfin, c'est d'un point de vue humain, psychologique, c'est pas rien. Les sports de combat, ça, c'est ce côté humble où, bah, moi, je pratiquais du jiu-jitsu brésilien, je fais de la lutte à livrer, c'est des sports comme ça, où il y a un côté humble où voilà, quand tu es soumis, voilà, je trouve qu'il y a un côté psychologique qui joue quand même. Et le froid, comme tu dis, cette bascule qui va faire que ouais, ça te rend humble. Tu comprends que là, c'est pas qu'un jeu, c'est pas qu'une théorie, c'est pas que dans des choses que tu discutes comme non, c'est que là, c'est rationnel. Quand tu t'y exposes, tu prends toute la C'est mesure de ce réel. que c'est et de ce qui se passe aussi dans ton corps. C'est réel. C'est réel et c'est concret. Ouais. Et tu vois, alors, je pense qu'on aura pratiquement fait le tour un peu de ces différentes choses. Je vais rebondir sur ça. Quand on avait fait la formation, on avait abordé un sujet intéressant qui était d'une. Ça s'était passé, c'était bah, une expérience qui avait été faite par rapport à une femme alors je ne sais plus le nom de la maladie qu'elle avait, où elle ne ressentait pas le stress. Et le seul moyen un jour qu'ils avaient trouvé justement de lui faire éprouver un stress, alors quand on dit un stress, c'était au-delà de la sensation, l'approche psychologique, c'était des réponses physiologiques qui fait que là, se disait, ah oui, là, je stresse, on en avait parlé, c'était la privation d'air. Ça a été Pourtant, ils avaient créé tout un tas de choses, hein, ils l'avaient exposé à des hauts stress et elle avait zéro réaction, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui, Ah, le micro. naturellement, Ouais. ouais, naturellement, il y a plein de gens qui se diraient
Ah oui, bah, c'est génial de ne pas avoir à stresser, on peut être exposé à tout, c'est super, voilà, c'est top. Et cette femme-là, en l'occurrence, ils avaient trouvé que pour pouvoir la faire monter en stress, ils l'avaient privée d'air. Et c'est en ça que je pense que ça peut être super intéressant, couplé au froid et le travail sur les rétentions d'air, pour les gens qui veulent dans les métiers comme ça. Donc, moi, c'est en ça que j'essaie de travailler. C'est qu'ils veulent essayer de se rapprocher de ce que c'est de travailler sous stress d'un point de vue physiologique pour pouvoir, comme on dit, entraînement difficile, guerre facile, c'est ce Ouais, côté pouvoir exactement. s'entraîner dedans. C'est Et ben, habitué. la privation d'air va t'amener cet aspect alors, psychologique, mais aussi physiologique, qui va te permettre de te rapprocher au plus de ce que tu vas retrouver dans une vraie situation stressante, en fait. Ouais, c'est les niveaux les plus hauts des stress qu'on peut percevoir. C'est des grosses quantités et concentrations de dioxyde de carbone. Donc, Ouais, en fait, si on prend une grosse bouffée de dioxyde de carbone pur, là, c'est la réponse la plus forte, la crise de panique, la peur la plus grande que les corps humains peuvent percevoir. Ça, c'était mesuré en laboratoire. ouais, Donc, travailler avec les apnées, ça va dans ce sens-là. Pas besoin de respirer que du dioxyde de carbone. En faisant ouais, des apnées, on y arrive à la fin. Et ouais. effectivement, ça, c'est un bon entraînement dans ce sens-là Ça, de tu vois, voilà, c'est stress en ça que je me hermétique. dis que pour les métiers comme ça, à haut niveau de stress, alors encore une fois, c'est en train d'être connu. Le travail que tu as effectué, il est énorme. De commencer à faire connaître ce Oxygène Advantage, enfin, ces techniques qui existent et ces outils. Pour les métiers comme ça opérationnels où tu es exposé souvent à des hauts niveaux de stress, tu peux pas t'entraîner dans ces hauts niveaux de stress, tu ne peux pas recréer ces conditions. Bah, tu te rends compte que vu que tu ne peux pas les avoir à l'extérieur, tu peux les amener à toi. Un peu comme tu as le fait de ramener l'altitude à toi, comme on dit avec Oxygène Advantage. Si tu ne Tout peux à pas aller fait. en altitude, bah, tu la ramènes à toi. C'est ça. Et bah, le stress, tu peux l'amener de cette façon-là, qui va être ce travail justement avec des apnées, avec un manque d'oxygène, qui va être super intéressant parce que tu vas te rendre compte que si tu t'entraînes régulièrement là-dedans, quand tu vas te retrouver dans des situations à stress, ton corps, naturellement, comme on disait tout à l'heure, tu vas l'avoir entraîné, mécanisé, et tu vas être plus dans du conscient, c'est inconsciemment, ton corps il va vite se réadapter et d'un point de vue mental, ça fera la même chose au final. Et en plus, je veux ajouter, tu peux faire des entraînements très efficaces sans danger. Ça veut dire que tu Ouais, peux les faire sur un canapé, et la douche ouais, froide, tu peux les faire au banc des glaces dans des situations contrôlées. Et tu n'as pas ouais, besoin de exactement. simuler ou de vivre des expériences très dangereuses pour enfin apprendre ce qui peut Ouais, être important, et même en réduisant la charge physique. Parce que des fois, on est déjà fatigué, épuisé, il y a plein de choses. Et d'en plus, s'ajouter une charge physique pour s'entraîner, ça peut dépasser. On va sur entraînement. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est pratique. Ils les font sans ajouter une charge physique ou des fatigues. ouais. Et on peut les faire généralement. Et en plus, ça peut nous aider même à nous régénérer. Donc, c'est très intéressant dans ce sens. Ouais, et voilà. Et moi, c'est ça que je dis, c'est que souvent dans des personnes voilà, qui ont déjà un haut niveau de vie, alors que ça peut être des entraînements, ça peut être le travail qui est déjà prenant. Si tu commences à leur rajouter, tu sais, des contraintes trop grosses avec faut aller dans tel endroit, faut créer tel environnement, souvent, alors au début, tu as l'envie, tu fais, mais à un moment donné, c'est comme tout, ça devient une surcharge, donc tu te mets à moins faire, ça devient contraignant. Alors que là, avec des pratiques comme ça, faites intelligemment, tu te rends compte que voilà, tu prends 5-10 minutes tous les jours et tu peux utiliser ces outils-là. Oui, exactement. Et je pense que ce sont des outils qui vont être de plus en plus pratiqués dans les mondes, par les sportifs, par les métiers plus à risque. Et moi, je suis ravi que ça puisse aider ces travails de partage sur l'Oxygen Advantage ou la méthode Wim Hof ou l'Hormèse en général. Et donc, ravi d'avoir échangé sur ces sujets et disponible pour répondre à des questions s'il y a et voir comment adapter tout ça, parce qu'il faut toujours l'adapter au métier, à la personne, à la situation. C'est vrai que là, on part dans un cas général. Je comprends que ce n'est pas forcément applicable tout le temps pour tout le monde. Il faut adapter, il faut pouvoir l'adapter. Donc, voilà, disponible pour les faire. C'était ça le but, de cet échange, c'était de faire connaître, de donner un peu ces outils, voilà, d'éveiller la curiosité, de montrer qu'il y a des choses qui existent et qui permettent
de s'améliorer, d'augmenter certaines de nos compétences. Et après, bah, voilà, c'est là où j'inviterai les gens, bah, si tu veux, à dire qu'est-ce que toi tu fais justement, qu'est-ce que les gens pourraient faire si voilà, ils étaient intéressés pour se former. Et tu pourrais déjà leur dire, bah, voilà, sur quoi tu pourrais les amener, qu'est-ce que tu pourrais leur Oui, apporter. bien sûr. Donc, Manu, ensemble, nous avons fait la formation Oxygen Advantage. Donc, Ouais, tu as suivi la formation pour devenir instructeur de l'Oxygen ouais, Advantage, qui est un bon moyen soi-même pour se former et ensuite pouvoir transmettre aussi aux autres. Il y a ouais. aussi des cours Oxygen Advantage juste pour les personnes, pour les athlètes ou juste pour apprendre à bien respirer. Et sinon, sur la respiration, moi, j'ai créé un module en ligne. C'est des Ouais, vidéos exactement, enregistrées ouais. sur 10-12 semaines. Donc, ça permet aux gens d'apprendre à bien respirer et ensuite se challenger avec la respiration pour aller plus loin, pour ceux qui arrivent à un niveau un peu plus élevé. Et après, bien sûr, c'est tous les stages et les retraites autour de la méthode Wim Hof que j'ai fait en montagne, là, principalement dans les Cantal et dans les Alpes, selon En les plus, on va saisons. arriver vers les périodes propices là, qui vont être Et là, on va y intéressantes pour arriver. ça. Les premiers stages, Ouais, ils ont commencé parce qu'ici, on est à 1500 mètres, ça commence à faire frais. ouais. Et donc, voilà, tous les infos, c'est soit Inspire Potential, c'est mon site, ou sinon Leonardo Pelagotti, vous trouvez pas mal de vidéos que j'ai fait sur YouTube Ouais, il y a ou des beaucoup, vidéos beaucoup de choses. tutoriels pour Pour au apprendre moins à... commencer à connaître, tu as mis énormément de contenus gratuits qui sont. Il y a déjà plein de pépites, plein de clés qui permettent déjà d'apprendre comme ça, de connaître. Super. Et bah, tu vois, c'est top de pouvoir échanger là-dessus, de pouvoir encore une fois faire connaître aux gens bah, ce que ça peut leur apporter. Moi, je sais que, tu vois, moi qui suis bah, formé dans le coaching mental, c'est des choses que j'intègre et que j'utilise énormément parce que, comme on dit, il y a l'aspect fonctionnel pour améliorer sa vie de tous les jours. Et après, il y a la partie un peu plus performance qui permet à ceux qui veulent de s'améliorer. Donc voilà, donc tu vois, c'est cool d'avoir pu échanger là-dessus. Pour tous ceux bah, qui s'intéressent, encore une fois, bah, voilà, qui s'orientent vers toi, tu auras toujours beaucoup de choses à leur apporter. Et comme tu dis, tu as fait quelque chose de super intéressant, même avec YouTube, ton site, même les articles, où il y a déjà un tas de choses à pouvoir aborder, connaître quand on débute gratuitement, où tu peux avoir un tas de connaissances. Et puis, bah, il y a ton livre qui donne plein de choses. Et c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est tous les protocoles que tu as mis, où voilà, tu peux appliquer pour telle situation, pour le stress, pour le sommeil, pour la récupération, pour l'inflammation, pour tout. Et ce qui fait que c'est intéressant, parce que c'est un peu comme une boîte à outils après. Tu n'as plus qu'à venir C'est puiser, ça. tu prends ce que tu as besoin, tu utilises, et voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà. Exactement. Bon, en tout cas, merci Leonardo, c'était cool hein, d'avoir pu Avec échanger plaisir. là-dessus. Et puis, Merci. bah, merci beaucoup pour cet échange. Encore une fois, c'est toujours super intéressant de pouvoir échanger avec toi, du coup. Eh bien, écoute, le plaisir, c'était le mien. Si c'est utile, c'est encore mieux. Et bon, on se retrouve pour une prochaine fois ou un stage ou un autre échange. Ouais. Ciao. Yes.